et d'une manière qui semble fonctionner. Depuis lors, évidemment, vous avez vu qu'il y a quelques petits couacs à partir du moment où on a dû convoquer les gens ou inviter les gens à se vacciner et les amener dans les centres de vaccination. On fait le maximum pour résoudre ces couacs, pour simplifier et accélérer la campagne de vaccination et résoudre les problèmes opérationnels et informatiques. Je ne voulais pas vous parler de ça ce soir, mais plutôt de l'information, puisque vous savez qu'à l'heure des réseaux sociaux, de l'information continue, il y a des informations tout à fait correctes et intéressantes qui circulent par rapport au Covid, par rapport à la vaccination, mais il y a aussi beaucoup d'intox. Et ce n'est pas évident pour les citoyennes et les citoyens de s'y retrouver, d'y voir clair, de se positionner de manière vraiment éclairée, d'où l'importance de la littératie en santé, la capacité des individus à trouver de l'information correcte sur la santé, à la comprendre et à l'utiliser dans le but d'améliorer leur propre santé ou de développer leur autonomie dans le système de santé. En tant qu'autorité publique, on a évidemment aussi une responsabilité à ce niveau. On a choisi d'ancrer la communication sur plusieurs piliers éthiques, une transparence dans l'information qui est transmise, le choix éclairé des personnes et donc le fait de veiller à ce que circule une information la plus up-to-date possible, le consentement éclairé des personnes. Vous savez que la vaccination n'est évidemment pas obligatoire en Belgique. Les personnes qui veulent se faire vacciner se feront vacciner. La gratuité des vaccins, c'était des principes de base. La vaccination Covid est libre et gratuite. C'est la première fois, pour être clair, que les pouvoirs publics organisent en Belgique cela à une si large échelle, à moins de remonter très longtemps en avance, vers un public si étendu en termes de tranche d'âge, mais aussi en plus avec autant de vaccins différents et dans une telle urgence. C'est une véritable gageure, c'est vraiment un immense challenge. Je vous rappelle que la cellule de médecine préventive des services du Collège réunis, donc des services régionaux, dite la cellule hygiène de la COCOM, n'était composée que de 4 personnes au début de la pandémie. 4 personnes pour gérer maintenant la vaccination, le testing et le tracing. Donc évidemment, elle a été fameusement renforcée au fil des mois pour mener à bien ces missions, mais ça vous donne un peu une idée de d'où nous sommes partis. Depuis mars 2020, donc, on révise quasi heure par heure les processus de testing tracing, les commandes de matériel, les processus vaccinatoires, mais aussi tous les processus de communication, et ce pour Bruxelles, mais aussi en lien évidemment avec toutes les autres entités, les entités fédérées et le gouvernement fédéral. Ça met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça engendre beaucoup de frustration aussi, je dois bien l'avouer, y compris dans les administrations, mais évidemment aussi chez les acteurs, les actrices de terrain et au sein de la population. Et je peux parfaitement comprendre qu'il y ait un certain nombre d'insatisfactions et de frustrations. Ce que je peux juste vous dire, c'est que je peux vous assurer que toutes les équipes qui sont sur le front, mon cabinet, mais aussi dans toutes les administrations concernées, le sont depuis un an, pratiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre réalité opérationnelle, c'est celle-là, dans les cabinets et dans les administrations, dans l'objectif unique de tenter de faire le maximum pour endiguer cette pandémie et essayer d'en sortir, parce que je pense que nous avons toutes et tous, en dehors même de la question de la santé publique, nous avons toutes et tous besoin et envie d'en sortir. Et donc, je vais vous présenter maintenant quelques outils de sensibilisation que vous pourriez utiliser avec vos patients ou avec vos contacts. Je voulais vous indiquer à quel point il est important, voire indispensable pour nous qu'on travaille ensemble, mon cabinet, les administrations et vous, les professionnels de terrain, en bonne intelligence avec tous les secteurs, les autres secteurs de première ligne. C'est une condition sine qua non pour que la campagne de vaccination, à terme, soit une réussite, c'est-à-dire qu'on tende vers un maximum de population qui soit vaccinée. Vous savez que l'objectif général qu'on s'est donné à l'échelle belge, c'est 70%. Et donc, vous allez voir maintenant dans le petit PowerPoint qui va arriver un florilège d'outils de communication et de sensibilisation qui ont été développés depuis un an avec le cabinet, les administrations concernant le Covid et la vaccination. Donc, on peut peut-être lancer, Monsieur Claus, le petit PowerPoint avec quelques outils d'information. Il est normalement partagé pour Ah l'instant. oui, voilà. Oui, exactement. Vous pouvez passer à la page suivante. D'abord, effectivement, il y a très rapidement, on a ouvert dès le début de la crise
un site coronavirus.brussels sur lequel on essaye de centraliser au maximum les informations relatives au Covid, aussi bien pour le grand public que pour des professionnels. On peut accéder là aussi à des circulaires et des choses comme ça. On essaye, donc il est trilingue, français, néerlandais, anglais, et on essaye qu'il soit le plus up-to-date possible. Il arrive parfois qu'il y ait une petite latence entre les modifications des informations et la mise à jour, parce que ça change tout le temps, mais on essaye vraiment qu'il soit mis à jour le plus rapidement possible. Il a été lancé il y a presque un an maintenant déjà, ce site Internet. Alors, il y a aussi des campagnes d'information qui ont été lancées sur base de focus group. L'idée, c'était pas rester dans un discours institutionnel classique. D'abord, dire combien les autorités comprennent les difficultés de la population. Je pense que c'est difficile de ne pas faire autrement, mais clairement, la population, les actrices, les acteurs de terrain, tout le monde est quand même dans des difficultés importantes. On les partage et on essaye de les comprendre. On essaie que la communication ouvre des fenêtres d'espoir, de perspective d'un mode de vie soutenable, que ce soit avec la vaccination ou sans. Du reste, déjà avant la vaccination, on essaie de promouvoir ce genre de choses. La confiance en la résilience des individus, en la résilience individuelle et collective, le fait qu'il est possible de briser les chaînes de transmission du virus et que donc, individuellement et ensemble, nous pouvons être des Covid breakers pour les jeunes, où nous avons le pouvoir de changer la situation, ou en tout cas de l'améliorer. Ce sont les lignes de com qui ont été lancées depuis un certain nombre de mois via différents outils d'information. On va vous en montrer quelques-uns ici. Par exemple, la campagne Merci. Là aussi, l'idée, c'est d'être... Vous pouvez montrer les pages suivantes. Il y a eu des campagnes d'affichage, par exemple, mais aussi des campagnes sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'inciter à un certain nombre de comportements, mais en étant sur un message positif, assez simple. On vous remercie, en fait. On vous remercie de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On n'a même pas envie de vous pousser à le faire. L'idée, c'est qu'on constate que vous le faites et on voudrait vous remercier pour le faire et vous remercier de continuer à le faire et de le faire de manière la plus rigoureuse possible. Et donc, ça s'est décliné de beaucoup de manières différentes sur des affichages métro, etc., mais aussi sur les réseaux sociaux. On avait lancé aussi une campagne à destination d'un public plus jeune, Covid Breakers. Voilà, là le ton et les visuels étaient adaptés un peu en fait sur la même ligne que la campagne précédente, mais sur une tonalité plus jeune et des préoccupations plus jeunes. Là aussi, on peut passer les slides en revue. Donc, ce sont aussi des affiches et des visuels qui ont été diffusés en papier, en flyer sur les réseaux sociaux, etc. Et on a essayé que la tonalité soit un peu plus, je dirais, sympa et axée sur les jeunes en essayant de ne pas être ringarde ou en tout cas le moins ringarde possible, parce qu'on est vite ringard évidemment aux yeux des jeunes, mais ici donc ça ciblait les 18-25 ans, des campagnes qui sont qui ont été faites par les administrations et les cabinets et qu'on a déployés sur différentes plateformes, y compris évidemment des plateformes digitales et numériques en ciblant, puisque vous le savez maintenant, avec les réseaux sociaux et différents outils, on sait cibler à qui sont destinées les campagnes. Et donc, malheureusement, la majorité d'entre vous n'ont pas vu la campagne Covid Breaker sur leurs réseaux sociaux. Et moi non plus, du reste, je suis trop éloigné du public cible au niveau de l'âge. Alors, la sensibilisation à la vaccination maintenant. L'idée, c'est de travailler par groupe cible et suivant les phases de vaccination. Alors, concernant les phases de vaccination, on pourrait mettre à disposition, M. Claus pourrait vous envoyer un autre petit PowerPoint sur la stratégie de vaccination que je ne vais pas vous présenter maintenant pour éclaircir l'ensemble des phases qui, même si elles sont mouvantes à la marge, restent quand même globalement celles qui ont été décidées depuis le mois de décembre et qui sont progressivement mises en œuvre. Et donc, on a d'abord essayé de travailler en public cible avec les prestataires de soins. Dès le départ, effectivement, il y a des pages pour les professionnels sur le site coronavirus.brussels. Ça, c'est plutôt de l'information.
de nombreux webinaires. J'ai participé à certains, mais pas à tous. Personnel soignant et non soignant des maisons de repos, idem pour les hôpitaux et institutions de soins, médecins généralistes et autres professions de la santé, services de communication des hôpitaux, etc. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont impliqués, puisque dans ces webinaires, bien souvent, se sont volontairement impliqués des personnels de soins pour faire, je dirais, de l'information par les pairs, en fait. Et donc, évidemment, sans l'implication déjà de médecins ou de professionnels du soin, nous n'aurions pas pu faire ces webinaires, hein, très clairement. Donc, je voudrais déjà remercier toutes celles et tous ceux qui s'y sont impliqués. Sur la page suivante, vous verrez qu'on déploie aussi progressivement des flyers, des affiches et des documents d'information. Il y en a eu à destination des maisons de repos, puisque c'était la première cible, mais il y en aura évidemment d'autres. Il y a des campagnes d'information et de communication plus générales, puis d'autres campagnes sur des publics plus ciblés. Sur la page suivante, vous verrez quelques outils grand public pour le moment, mais donc les outils grand public ne sont encore que très, très partiellement déployés, puisque vous le savez, on n'est pas encore dans la phase de vaccination grand public pour le moment, même si, en fait, aujourd'hui soir partent les premières invitations qui ne sont plus sur un public cible précis en termes de profession, mais qui sont bien vers le grand public, en l'occurrence qui a plus de 75 ans, mais on commence donc seulement maintenant avec ça, et donc il va y avoir une montée en puissance de campagnes de communication vers le grand public en général. On a mis en ligne des articles et des fiches anti-fake news Covid qui peuvent être intéressantes aussi pour les professionnels du soin ou les personnes qui sont en contact directement avec du public et qui sont confrontés régulièrement, évidemment, à des questions de la part des personnes. La question du soutien psychologique aussi, des services d'aide et d'écoute. Il y a aussi des informations là-dessus sur le portail coronavirus.brussels. Alors, sur les informations générales sur la vaccination, il faut savoir que dès le départ, il y a 2 sites Internet qui préexistaient, en fait, au Covid. Laatjevaccineren.be pour les néerlandophones et jemevaccine.be pour les francophones. Ils sont très légèrement différents et ils préexistaient donc déjà avant et organisés par les communautés, mais on s'est arrangé en tout cas pour qu'ils aient les mêmes informations concernant le Covid et singulièrement concernant la gestion du Covid à Bruxelles. Cette campagne ne fait que commencer en termes de sensibilisation et d'information, surtout pour le grand public. Donc, je l'ai dit, elle va monter en puissance. Il y a aussi des outils fédéraux qui sont en préparation. Il n'y a pas que des outils gérés par les entités fédérées. Et je voudrais terminer en vous disant que tous les outils actuellement existants sont disponibles, aussi les outils vidéo, hein, donc pas seulement les flyers et les affiches, sont disponibles sur le site coronavirus.brussels. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je profite en conclusion et à la fin de cette présentation pour vous réitérer l'importance d'avoir évidemment des groupes relais, des personnes relais comme vous pour diffuser ces outils. Vous êtes les personnes de confiance. Clairement, le public, les citoyennes et les citoyens vous font confiance. Et donc, évidemment, vous êtes les meilleurs porteurs de ces informations qu'on puisse imaginer bien avant les politiques ou de l'information qui est désincarnée. Évidemment, si elles sont portées par des personnes en quelles le public a confiance comme vous, évidemment, leur puissance est décuplée. Et il est important aussi qu'il puisse y avoir des personnes pour répondre aux questions du public. Et il est évident que là aussi, on compte sur vous pour pouvoir apporter le maximum de réponses à la population. Et nous sommes là pour essayer de vous aider au maximum à disposer des outils d'information. Merci déjà pour votre attention et je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Un tout grand merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et je pense que ça pourra aussi répondre à un certain nombre de questions spécifiques par rapport à la vaccination Covid. Donc, lors des inscriptions, on a un certain nombre de médecins, pharmaciens qui nous ont posé des questions
un peu plus techniques par rapport à cette vaccination. Comme on l'a expliqué ici, l'objectif, c'est surtout de mettre en avant de quelle manière le médecin généraliste et pharmacien peuvent renforcer leur collaboration pour renforcer cette sensibilisation. D'autre part, ils pourront se tourner vers ces outils pour des questions un peu plus techniques par rapport à la vaccination Covid. Un tout grand merci. Je reprends quelques instants la parole, juste pour vous montrer le programme, donc ce qui est prévu pour la suite de la soirée. Donc je vais maintenant dire un petit mot aussi sur dans quel contexte on vous a proposé ce séminaire. C'est dans le contexte des concertations médico-pharmaceutiques. Je toucherai un petit mot là-dessus. Ensuite, on va passer la parole au professeur Olivier Klein, donc, qui va évoquer qui sont ceux qui hésitent à se faire vacciner et pourquoi. Donc, Olivier Klein est professeur de psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles et membre du groupe d'experts interuniversitaires psychologie et corona. Il nous apportera un regard ici intéressant sur effectivement un peu les mécanismes psychologiques dans le cadre de cette sensibilisation. Ensuite, on a le docteur Marlène Philunst et la pharmacienne Valérie Lacour qui vont vous proposer un échange, d'une part, entre un médecin généraliste et une pharmacienne. Donc, Marlène Philunst, ancien médecin généraliste, est actif à temps plein dans les médias actuellement, donc, notamment par rapport au site web gezondheidwetenschap.be, est membre du Vlaams Vaccinatiekoepel et de la cellule communication de la Task Force Corona fédérale. Valérie Lacour, par contre, elle est pharmacière, titulaire, propriétaire et maître de conférences à l'UCL. Et donc, l'idée, c'est vraiment quel message pouvons-nous transmettre aux patients. Donc, ici, avec un focus, comme je le répète encore, à la sensibilisation à la vaccination en général. Évidemment, le Covid sera aussi évoqué. On prévoit ensuite un moment, je dirais, il sera sans doute 21h. On a pris un petit peu de retard par rapport au timing. On avait prévu initialement de prévoir des discussions croisées entre médecins généralistes et pharmaciens. C'est vraiment l'objectif des concertations médico-pharmaceutiques en petits groupes. Bon, maintenant, je dirais, on a beaucoup de participants au séminaire ce soir, donc on a prévu de splitter l'assemblée en 9 petits groupes avec des modérateurs qui pourront vous accompagner et répondre à un certain nombre de questions que j'évoquerai juste avant cette partie. Et après la partie, je dirais, le split en petits groupes, vous avez pu discuter entre vous de la collaboration. On aura un moment prévu de questions-réponses auprès des orateurs. Alors, par rapport à la concertation médico-pharmaceutique, je veux juste toucher un mot, mais surtout pouvoir faire le lien vers un site web qui existe. Donc, vous voyez en dessous le lien. L'objectif des concertations médico-pharmaceutiques, c'est justement de stimuler une bonne collaboration entre pharmaciens et médecins généralistes sur toute une série de thématiques. Et donc, il est possible pour vous d'organiser ce type de concertation avec un certain financement qui est possible aussi, une certaine reconnaissance au niveau de l'INAMI. Et donc, on vous engage à aller regarder un peu plus de détails à ce sujet. Donc, vous voyez ici un certain nombre de slides qui reprennent des informations. Ces slides vous seront envoyés par après. Vous pourrez les regarder un peu plus en détail. Mais donc, il y a différentes initiatives qui sont prises dans ce contexte. Donc, ce séminaire qu'on fait ce soir en est une. Mais il y a aussi toute une série de kits thématiques clés en main qui sont proposés pour justement faciliter une bonne concertation entre médecins généralistes et pharmaciens au niveau très local de différentes zones de Bruxelles. Donc ces modules sont bilingues et comme vous le voyez ici, ils peuvent aller jusqu'à une intervention financière jusqu'à 2500 € pour ce type d'intervention. On évolue, je dirais, différents kits sont mis à disposition actuellement, mais l'idée c'est de proposer de plus en plus de kits. Et alors, voici déjà les kits qui existent. Et vous voyez en tout cas toute une série de liens qui sont repris sur ce slide. Il y a aussi d'autres kits évidemment qui sont développés au niveau de la Wallonie. Et vous pouvez aussi aller voir sur le site de l'INAMI pour un peu plus d'informations à ce sujet. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous voyez ici un slide avec différents contacts. N'hésitez pas à prendre contact avec nous dans ce contexte. Et maintenant, je vais passer la parole à Olivier Klein pour évoquer sa partie de présentation, surtout sur, comme on le voit ici, qui sont les hésitants vaccinés. Donc, Olivier, je vous passe la parole là.
Alors, bonjour à toutes et tous, bonjour Monsieur le Ministre. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce webinaire. Alors, pendant ces 10 minutes, je vais évoquer la question de l'hésitation vaccinale, hein, en adoptant une perspective issue de la psychologie sociale, hein, qui est ma discipline. Et donc, mon exposé va prendre la forme d'une série de questions. Alors, j'essaie d'avancer les slides, oui. Donc, tout d'abord, la première, c'est simplement, qu'est-ce que c'est l'hésitation vaccinale, hein? Alors, selon l'OMS, l'hésitation vaccinale fait référence au retard dans la vaccination ou au refus de se faire vacciner malgré la disponibilité de services de vaccination. Donc, selon cette définition, c'est un comportement, l'hésitation vaccinale. Et ce comportement peut s'expliquer par une méfiance, bien sûr, vis-à-vis des vaccins, mais pas uniquement. Le groupe d'experts SAGE de l'OMS suggère qu'en fait, il y a, je vais passer à la suivante, le groupe d'experts SAGE de l'OMS suggère qu'il y a 3 grandes catégories de facteurs qui expliquent ce comportement. Donc on distingue d'une part la confiance ou le manque de confiance, mais aussi ce qu'on appelle la complaisance et le confort. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des 3 C. Et pour se faire vacciner, il faut en effet avoir confiance, mais il faut aussi, si vous me permettez l'expression, se bouger les fesses et avoir le sentiment qu'il est relativement aisé de se faire vacciner. C'est presque plus important que la confiance. Bref, l'hésitation vaccinale, ce n'est pas à confondre avec l'antivaccinalisme ou l'opposition au vaccin. Et bon, une conséquence de ça, c'est qu'on peut grouper les hésitants en différentes catégories. Selon leurs attitudes vis-à-vis de la vaccination. Il y en a qui sont très favorables sur le principe, mais pas suffisamment motivés. Il y en a d'autres qui ont des doutes par rapport au vaccin X, mais sont prêts à se faire administrer le vaccin Y. Et puis, une même personne peut être hésitante à un moment et pas à l'autre. Ici, vous avez les résultats de notre baromètre de la motivation, donc qu'on prend depuis près d'1 an maintenant. Vous voyez la distribution pour le moment, mais ça évolue en fait. On ne peut pas dire qu'il y a un nombre fixe d'hésitants vaccinaux. C'est quelque chose qui évolue. Ça a baissé très fort en décembre, début janvier, puis le nombre d'hésitants vaccinaux. Et puis maintenant, on a une petite remontée. Et donc, il faut faire attention, ça bouge. Alors, qui sont donc ces hésitants vaccinaux? C'est la question principale de cet exposé. Alors, d'un point de vue sociodémographique, il y a plusieurs éléments qu'on peut souligner. D'abord, il y a un effet de genre. Alors, évidemment, c'est toujours des effets en moyenne, hein. Les femmes sont en moyenne un peu moins susceptibles de se faire vacciner. Dans notre dernière étude, on voit que des peurs liées à la grossesse semblent jouer un grand rôle dans cet effet. On observe des effets d'âge, hein. Si vous regardez les cohortes, le groupe d'âge qui est le plus hésitant, ce sont les gens qui sont entre 25 et 34 ans. Là c'est par rapport à la Covid, hein, ça peut dépendre évidemment d'un vaccin à l'autre. Le niveau d'éducation ne joue pas un rôle très clair. Il y a certaines études qui suggèrent que plus on est diplômé, plus on est favorable à la vaccination, mais il y en a d'autres qui indiquent une hésitation plus marquée chez certaines catégories diplômées. Et en fait, ça dépend aussi du vaccin. Par exemple, pour le vaccin HPV, c'est souvent des gens plus diplômés qui vont, plus instruits, on va trouver une plus grande résistance. Donc ça dépend vraiment d'un vaccin à l'autre aussi. En termes de profession, c'est dans les catégories intermédiaires qu'on retrouve le plus d'hésitants vaccinaux, professions paramédicales, enseignants du primaire, secondaire, travailleurs sociaux. Et on voit aussi, ça c'est bien connu, un effet de la religion. Les personnes très religieuses sont en général plus opposées au vaccin, ce qui est peut-être pas tellement étonnant si on croit que notre santé dépend de la volonté d'un être suprême, hein. Alors voilà, ça c'est un rapide portrait. Mais alors, à quoi c'est dû, d'un point de vue, parce que ça, ce sont des données purement, je dirais, sociologiques, à quoi c'est dû du point de vue psychologique? Alors, lorsqu'on analyse des sondages sur l'hésitation vaccinale, on constate que la raison qui est la plus, alors désolé, c'est pas très facile à lire là, on constate que la raison la plus communément citée par les hésitants, c'est la crainte d'effets indésirables graves. Alors, ça peut s'expliquer par un déficit d'information.
ou à de mauvaises informations. Et donc pour ça, je pense que les sites web qui nous ont été montrés sont très utiles. Il y a plein d'informations complètement fausses qui circulent, comme les vaccins ARN qui modifieraient l'ADN et des choses comme ça. Et alors, partant de ce constat, je pense qu'il y a beaucoup de médecins ou de professionnels de la santé qui pensent que ces gens sont juste mal ou insuffisamment informés. Alors, l'information, c'est un élément important, bien sûr, mais ce ne sont pas nécessairement les moins informés ou les moins diplômés qui sont les plus résistants au vaccin. Et on a beaucoup de raisons de croire, et je vais y revenir, que souvent les justifications que les gens mentionnent dans les enquêtes sont souvent des sortes de rationalisation par rapport à des ressentis qui sont beaucoup plus profonds. Et donc, pour répondre à ces ressentis, il ne suffit pas toujours seulement d'informer. Alors, une autre cause qui est souvent mentionnée, c'est les biais cognitifs. On cite souvent une difficulté à saisir la notion de risque, ce qui n'est pas évident. Par exemple, pour justifier sa méfiance, on va citer des cas extrêmement rares, par exemple d'enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme peu après l'administration du vaccin ROR. Et donc, ce vaccin est administré dans la tranche d'âge où les premiers symptômes de troubles autistiques sont susceptibles de se manifester. Donc, ça mène par simple coïncidence statistique à une corrélation entre vaccination et diagnostic d'autisme. Donc, ça, c'est le genre, je dirais, de coïncidence qui est fort aussi utilisé dans les discours anti-vax. Mais un autre biais qui intervient, que je trouve peut-être plus intéressant, c'est la façon dont les décisions sont prises par les patients. Le vaccin, il implique finalement de faire quelque chose pour ne pas être malade tout en risquant de l'être à cause des effets secondaires ou d'avoir l'impression qu'on va l'être. Et de nombreux travaux montrent que les décisions en termes de santé sont souvent basées sur des raisonnements assez simples. Globalement, les gens font des choix basés sur une opposition binaire entre se sentir bien et ne pas se sentir bien. Et prendre le vaccin, subir ses effets secondaires potentiels alors qu'on se sent bien, c'est contraire évidemment à cette idée. Si on se sent déjà bien, il faut faire une action qui peut mener à ne pas se sentir bien. Et donc ce type de biais cognitif intervient certainement, mais même cela, je pense que ça ne suffit pas. Il y a aussi un élément, je crois, beaucoup plus fondamental qui est la dimension collective. Les individus n'élaborent pas leurs convictions sur base simplement d'un traitement, je dirais, individuel de l'information. L'adhésion à un message, elle dépend de l'ancrage dans des collectivités. Ma propre disposition à me faire vacciner, elle dépend en premier lieu de la disposition à le faire au sein des communautés que je fréquente et auxquelles je m'identifie. Et les attitudes vaccinales, elles s'inscrivent dans des communautés d'appartenance. Par exemple, il y a des études menées en Australie, pour vous donner un exemple bien concret, qui montrent que les parents hésitants vaccinaux, chez les parents hésitants vaccinaux, il y a une vraie opposition entre deux groupes, ce qu'on appelle l'endogroupe, nous qui sommes attachés à la nature, par exemple, et les autres, malsains, qui adhèrent sans trop réfléchir aux pratiques toxiques d'une société de consommation industrielle. Et donc, la perception du vaccin, elle vient se greffer sur cette vision du monde, et on voit dans celui-ci une sorte de réponse technologique qui rompt l'équilibre avec la nature, et donc un discours scientifique traditionnel ne peut pas aisément s'intégrer dans cette vision du monde. Le greffon ne prendrait pas, si vous me permettez l'analogie. Et plus fondamentalement, cette opposition entre la nature et la société industrielle, elle structure l'identité de ses parents, leur mode de vie, leurs choix pédagogiques, leurs interactions avec leur communauté et tous les bénéfices secondaires qu'elle leur apporte. Par conséquent, lorsque les autorités sanitaires, le Lancet, leurs médecins, leurs pharmaciens, leur communiquent des informations sur la vaccination, l'adhésion à ce message, il dépend de l'identification à la communauté que représentent ces personnes. Est-ce que le gouvernement se soucie de mes intérêts? Est-ce que je m'identifie à la science comme source d'une vision du monde? Pour être efficace, l'information doit provenir d'une source à laquelle on s'identifie. Et dans ce contexte, évidemment, la prolifération de sites et de communautés discutant de la vaccination sur Internet permet un peu à tous ces hésitants vaccinaux de s'affilier à des groupes, de récolter des informations qui se conforment à leurs croyances. Elle permet aussi de les échanger entre leurs membres, ce qui est souvent une source de valorisation mutuelle. Les communautés qui portent des discours
anti-vax sont d'ailleurs beaucoup plus motivés et actifs dans la diffusion d'informations que les autorités ou les personnes qui sont favorables à la vaccination. Pour elles, son utilité est une évidence qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et donc, les experts comme les médecins ont beaucoup d'autres chats à fouetter que de communiquer sur Internet à propos de la vaccination. Et donc, ça crée ce qu'on appelle une asymétrie informationnelle qui est susceptible d'influencer tout particulièrement des gens qui sont à la marge et n'ont pas d'opinion claire sur la question. Ce qui m'amène peut-être à la question qui importante du rôle des pharmaciens et des médecins par rapport à l'hésitation vaccinale. Alors, je ne vais pas répéter ce que Monsieur le ministre a dit, mais s'il y a quelque chose qui est évidemment clair dans toutes les enquêtes que nous avons menées et que d'autres ont menées, c'est que les médecins généralistes et les pharmaciens sont parmi les personnes en qui les gens ont le plus confiance en ce qui concerne les messages relatifs à la vaccination. Et c'est très intéressant parce que le fait même qu'on ait confiance par rapport à ces sources-là montre bien que les attitudes d'hésitation ne reflètent pas nécessairement une opposition à la science ou au discours scientifique. On est prêt finalement à se faire convaincre, ici ce sont les résultats de notre étude, où on voit que les médecins généralistes ici sont au sommet aussi bien en termes de compétences que de bienveillance, donc vraiment sur les deux dimensions. Alors, si l'hésitation vaccinale se définit comme un comportement, et donc ça c'est la dernière question à laquelle je veux répondre, qu'est-ce que ça exprime, l'hésitation vaccinale? On peut souvent y voir l'expression d'un positionnement, d'une attitude par rapport à un objet. Avoir une attitude par rapport à quelque chose, ça ne reflète pas uniquement les informations dont on dispose à ce propos. Elle sert aussi à manifester la façon dont on se situe dans l'espace social lié à cet objet, à manifester notre identité. C'est ce qu'on appelle la fonction expressive des attitudes. Et l'hésitation vaccinale, on peut finalement aussi la voir comme ça. Des collègues ont par exemple montré qu'elle était liée à un trait de personnalité, ce qu'on appelle la tendance à la réactance. Et qu'est-ce que c'est la réactance? C'est le fait d'exprimer sa liberté par rapport à une injonction qui nous est faite. En la refusant, par exemple, comme dans la bande dessinée que je vous ai faite ici. Refuser de se faire vacciner, c'est manifester qu'on n'est pas des moutons, qu'on ne se laisse pas faire par un système oppressant, etc. Donc ça, c'est vraiment de la réactance. Alors, pour conclure, que conclure de tout ceci? Alors, j'ai très peu de temps pour développer, mais je dirais qu'une chose qu'on peut retirer de tout ça, c'est de ne surtout pas diaboliser les hésitants en les considérant comme des anti-vaccins, des imbéciles ou des irresponsables. Je ne pense pas que c'était votre intention non plus. Stigmatiser les hésitants, c'est la meilleure façon finalement de les envoyer dans les bras des mouvements anti-vaccins. Au contraire, en les informant sans jugement via des canaux auxquels ils peuvent s'identifier, et c'est ça qui est le plus important. Le médecin généraliste, le pharmacien de quartier sont clairement des vecteurs fondamentaux. Ce n'est pas moi qui dois vous en convaincre. On peut espérer réussir ce pari. Et de même, en faisant le pari du consentement plus que de l'obligation, je crois qu'on peut mener les individus à s'approprier véritablement le choix de la vaccination, à ne pas le faire par obligation, ce qui favoriserait la réactance, mais plutôt par conviction. Et sur ce, je vais m'arrêter là et j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'était alloué. Merci beaucoup, Olivier Klein, pour votre intervention. Je vais directement passer la parole à Valérie Lacour et Marlène Finous pour la suite de la présentation. Et on ne voit plus ton écran. Ah, ça c'est bizarre. On va directement mettre ça en route. Merci. Voilà. Extra. Voilà, donc dans l'introduction, vous aurez retenu que Marlène est médecin généraliste et que, en ce qui me concerne, je suis pharmacienne. Et donc, on l'a entendu ce soir grâce au professeur Klein. On le voit dans plusieurs baromètres qui le soulignent. On l'entend de nos patients. Notre capital confiance auprès des patients est important.
Et donc, nous vous proposons ce soir de nous demander mais que faire en première ligne, comment collaborer pour accompagner le mieux possible les patients qui seraient hésitants, donc pas les anti-vaccins, mais les hésitants par rapport à la vaccination. Alors, Marlène et moi, nous vous proposons tout d'abord un échange autour de nos pratiques respectives de médecins généralistes, de pharmaciens, des exemples concrets de choses que nous avons vécues, des pistes de solutions qui ne seront pas exhaustives, mais qui permettront peut-être à chacun de trouver l'une ou l'autre bonne idée. Et puis surtout d'entamer une discussion ensemble sur la manière d'améliorer cette collaboration, cette concertation entre nous. Et ça, ce sera la deuxième partie. Alors, nous espérons toutes les deux que cette soirée est une première étape assez générale et qu'elle pourra certainement donner lieu à d'autres concertations, peut-être plus locales et donc encore plus concrètes, sur ce thème de la vaccination ou sur bien d'autres. Alors, que peut faire la première ligne? Eh bien, c'est la base, mais c'est pourtant pas si facile, hein, chacun le sait dans sa pratique. Certainement, première chose, c'est de veiller à rester soi-même bien informé et bien au courant. Oké. Goedenavond allemaal. Ja, wat kan de eerste lijn doen? En het was heel boeiend om te kijken wat Olivier Klein presenteerde. Huisartsen en apothekers spelen een cruciale rol in hun attitude naar hun patiënten om het vertrouwen eigenlijk in vaccinaties te verhogen. En om dat vertrouwen te kunnen verhogen moet je eigenlijk in de eerste plaats zelf op de hoogte zijn. Zelf weten hoe die vaccins werken. Zelf zorgen dat je niet meer twijfelt natuurlijk om te kunnen uitstralen wat belangrijk is. En voor de eerste lijn worden er heel wat webinars georganiseerd. Er zijn heel wat websites. Ik heb er zien passeren, het Brusselse, er zijn er in Wallonië, er zijn er in Vlaanderen. Er wordt heel veel gewerkt inderdaad om iedereen goed te informeren en ook vooral om de eerste lijn, de zorgverleners, goed te informeren. Belangrijk is, en ik heb hier een aantal websites opgesomd, dus het ziet er een beetje rommelig uit, maar we kennen ze wel. Hè. De Cienzano-website, we hebben in Vlaanderen Laat je vaccineren en we hebben Gezondheid en Wetenschap, allemaal websites waar je informatie kan vinden. Dus zelf heel goed doordrongen zijn van hoe werkt het vaccin en zorgen dat je vertrouwen hebt, is belangrijk. Dan mag je de volgende slide geven. Valérie, mais je ne sais pas si le prochain, c'est pour moi ou pour toi. Voilà. Alors, dans la pratique de l'officine, concrètement, ce serait l'idéal de pouvoir faire une analyse, une recherche documentaire, une analyse de chaque étude publiée. C'est irréalisable. Et donc, pour se tenir au courant de manière objective, il vaut mieux nous appuyer sur des ressources fiables et sur des groupes d'experts qui finalement font déjà ce travail d'analyse de l'actualité et des publications récentes. Et là, je vous propose à mon tour quelques ressources issues de ma pratique aussi, que vous connaissez sûrement déjà. Le CBIP, certainement, hein, c'est une véritable mine d'or à la fois pour peser le pour et le contre, découvrir leur positionnement, les balances bénéfices-risques des différents traitements, des différentes vaccinations, mais aussi les schémas vaccinaux, les posologies, les tranches d'âge. En tant que pharmacien, on a beaucoup de soutien de nos associations professionnelles, l'Union de Bruxelles, l'Association pharmaceutique belge qui nous soutiennent dans cette veille documentaire et dans le fait de nous communiquer toutes les actualités. Il y a bien sûr le site de Cienzano, le Conseil supérieur de la santé aussi. Et là, je voulais attirer votre attention sur un outil que je trouve personnellement très pratique. C'est sur le site de Cienzano, dans la partie sujet santé de A à Z. Si vous n'avez jamais été voir, allez faire un petit tour et vous verrez qu'il y a plein de fiches très pratiques et notamment si on parle de vaccination, des fiches pathologie.
et donc une fiche concrète sur la rougeole, la varicelle, etc., avec l'épidémiologie, diagnostic, le traitement, la vaccination, et donc plein d'informations vraiment très précises et très concrètes. Alors, la revue Prescrire, ben, ça, personnellement, c'est ma Bible. Ceux qui me connaissent le savent. Cette revue est uniquement francophone, elle est française, mais elle nous permet vraiment d'avoir accès à une analyse rigoureuse et complètement indépendante de toute pression sur toutes les dernières publications et les données disponibles concernant les médicaments. Et puis, je voulais vous présenter aussi le site vaccinfopro.be qui, pour moi, a un intérêt majeur, c'est qu'il permet, grâce à une e-news, de recevoir l'information chaque fois qu'une nouvelle info au sujet de la vaccination est parue dans différentes ressources. Donc, voilà des pistes de ressources faciles d'accès qui permettent de se tenir au courant de manière indépendante et objective pour ne rater vraiment aucune actualité malgré des pratiques qui sont très chargées, on le sait bien. En dat is ook voor mij, denk ik, Ja. zelf op de hoogte blijven is ontzettend belangrijk, hè, zoals Valérie ook aangeeft. En dat kan vrij snel met al die verschillende websites die ontwikkeld zijn. Dus maak daar gebruik van. Patiënten correct informeren en doorverwijzen naar betrouwbare bronnen. Dat is een tweede punt. Ik heb er daarnet al enkele genoemd. Vaak zijn het gelijkaardige bronnen waar informatie op staat voor zorgverleners en voor burgers. In Vlaanderen is dat laatjevaccineren.be. Ook de minister heeft er in zijn speech daarnet naar verwezen. Dat wordt elke week geüpdate. Al die informatie die daarop staat, wordt gevalideerd. Dus daar staat heel veel informatie op. En dan heb je Gezondheid en Wetenschap in Vlaanderen, ook een fact-check-site waar heel veel vragen beantwoord worden rond vaccinatie. En waar je ook, als burgers met vragen zitten die je zelf niet meteen kan beantwoorden, verwijzen naar de websites. Zeg, ga daar eens kijken, want we hebben ook een contactformulier waar dat mensen hun vraag kunnen stellen, invullen. Een vraag wordt gesteld, dat gaat naar een groep artsen en dan worden die vragen ook beantwoord. Dus dat is ook, er zijn genoeg bronnen om naar te verwijzen. Dus dat is eigenlijk een tweede deel wat we als zorgverleners kunnen doen. Dat is dus 1, zorg dat je zelf goed op de hoogte bent. En 2, verwijs naar andere betrouwbare bronnen en die zijn er volop. Dan geef ik terug het woord aan Valérie. Voilà, alors une petite réflexion aussi sur la manière d'informer correctement le patient, avoir les bonnes sources d'information, mais aussi faire le choix d'une décision partagée avec le patient. Permettre aux patients, on l'a dit, en matière de vaccin, et en tout cas pour ce vaccin Covid, la vaccination n'est pas obligatoire, elle doit partir d'un choix du patient. Et donc, le rôle d'un prestataire de soins de première ligne sera certainement d'accompagner le patient pour qu'il dispose des bonnes informations, qu'il ait réponse à ses questions, à ses doutes, pour pouvoir prendre sa décision lui-même de manière argumentée. Et donc, on entend quand même, malheureusement, je trouve, de temps en temps, des professionnels qui font le choix de se prendre en exemple et de dire, ben voilà, je n'ai pas d'argument à partager, mais moi, je vous dis que si je dois me faire vacciner, ce ne sera qu'avec le vaccin Johnson & Johnson. Voilà. Et puis, le patient arrive à la pharmacie et dit, oh là là, mon médecin, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que lui, il serait vacciné qu'avec Johnson & Johnson. Et je fais quoi alors, moi, ici, ce qu'il dit quand même? Voilà, donc chacun réfléchira à comment aborder les choses dans sa pratique, mais quand on fait le choix d'une décision partagée, on rend le patient plus autonome et il peut jouir vraiment de sa liberté de choix. Alors, ça veut dire qu'il faut prendre ce temps de comprendre leurs doutes, leurs angoisses, leurs peurs,
de quoi avez-vous peur? D'où vient cette peur que vous avez? Le vaccin rend stérile, le vaccin provoque des effets indésirables graves. Voilà, d'où vient cette information? Où l'avez-vous lu? Et quand on arrive à ce que le patient explique vraiment ce qui le dérange, ce qui le perturbe, on va alors pouvoir trouver le moyen de lui apporter des informations. Pas notre avis personnel, ça n'a aucun intérêt pour le patient de connaître le positionnement personnel, mais plutôt des informations qui seront objectives, factuelles, et qui, au-delà de ce besoin d'informations sur le vaccin, mais lui donneront aussi une démarche à l'avenir face à n'importe quelle autre question qu'il pourrait se poser. Et donc pouvoir l'orienter vers des sources d'informations solides. Ça permet de soutenir aussi les explications qu'on lui donne. On ne vous dit pas ça parce que nous, on le pense, on vous dit ça parce qu'on l'a lu et on va vous dire où on l'a lu et vous allez pouvoir vous-même aller comprendre et aller lire ce dont on vous parle. Et en plus de tout cela, dans notre pratique vraiment de terrain, on a cette difficulté supplémentaire d'avoir nous-mêmes compris l'information, d'être au courant, au top de l'actualité, de comprendre ce dont le patient a besoin. Et puis, il faut encore arriver à trouver les bons mots et la bonne manière de lui faire comprendre en fonction des différents aspects dont Olivier Klein a parlé au début aussi, en fonction du niveau d'éducation, en fonction de la langue, de la culture, de la religion. Et donc, voilà, c'est un vrai défi au quotidien, mais ça vaut tellement, tellement la peine. Quelques sites qui peuvent être des pistes intéressantes, mais que je ne vais pas redétailler puisqu'on en a parlé bien en détail. Je vous ai juste remis le site vaccinationinfo.be qui, lui, est plus global et qui aborde tous les vaccins et pas seulement le problème actuel du vaccin contre le coronavirus. Alors, nous avons quelques exemples à vous proposer. Donc, le but ici n'est pas d'être exhaustif, mais de ne pas faire que du blabla. Et donc, on a chacune un peu pris quelques points précis que l'on voudrait vous détailler. À toi, Marleen. Ja, met de factcheck vaccinatie van de website Gezondheid en Wetenschap factchecken we al vele jaren, al van voor de COVID-crisis, allerlei twijfels over vaccins. Dus die aarzeling en die vaccintwijfel bestaat al langer. Die factcheck-vaccinatie wordt gevalideerd, die informatie is gekregen bij door het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen. Dat is onder leiding van Pierre van Damme, vaccinoloog in Vlaanderen, bekende Vlaming. En we werken samen met het Vaccine Safety Net, of maken deel uit van het Vaccine Safety Net van de Wereldgezondheidsorganisatie. En voilà, dat zijn eigenlijk kwaliteitslabels, zal ik maar zeggen. De volgende slide. Ik denk dat zo ziet de website eruit. We hebben Gezondheid en Wetenschap is een website die sinds 9 jaar bestaat in Vlaanderen, waar heel veel betrouwbare patiënteninformatie op staat, waar we niet alleen rond vaccinaties, maar rond heel veel over gezondheid. En gefinancierd door de Vlaamse gemeenschap. Er is ook sinds vorig jaar een Franstalige versie van infosanté.be, gefinancierd door het RISIF, door het INAMI. En de Waalse en Brusselse regering gaat er ook in investeren. Dus de bedoeling is, en we werken ook nauw samen om goed informatie uit te wisselen en om aan de health literacy te bouwen eigenlijk. De volgende. En ja, dan kom ik aan mijn voorbeeld en dat heeft Olivier ook al aangehaald in een van zijn slides. Dat is de angst. De angst dat er een verband bestaat tussen vaccinatie en autisme. En dat horen we vooral rond het mazelenvaccin. En dat is iets wat natuurlijk trending is op sociale media. De volgende. Ik denk dat ik op de volgende slide uitleg hoe dat we werken. Ja, we maken factchecks. We zeggen in het groene blokje wat er circuleert aan verhalen. En we geven een factcheck in het kort in het blauwe vakje. En wanneer je klikt op de lees verder, dan zie je de analyse die erachter zit. We proberen dat heel toegankelijk te maken, in heel toegankelijke taal. We delen dat
ja, dat is wat erachter zit. Dus waar komt het nieuws vandaan? We leggen uit van waar komt het. Andrew Wakefield, die antivaxer, die met zijn studie in de Lancet in de eind jaren 90, sorry, 98 zeker, waar hij een verband zag tussen autisme en mazelenvaccinatie. En zoals Olivier ook al aangaf daarnet, dat is een louter statistisch verband. Er is eigenlijk geen enkel verband tussen de twee. Dus we leggen altijd uit waar komt het vandaan. En dan de volgende slide. We geven dan ook aan, de volgende slide, Valérie. Ja, hoe dat je dat moet interpreteren. Dus dat is de analyse erachter. En dan mag je meteen de volgende geven. En dan komen we tot de conclusie. Het is eigenlijk op die manier, het is gewoon eens tonen van hoe werken we en hoe gaan we te werk, hoe gaan we om? We pikken dat fake news of die mythes en die angsten pikken we op sociale media of we lezen soms in de reguliere pers. En we krijgen vragen van mensen en dan gaan we dat uitspitten. We weten heel goed dat dat maar één aspect is van omgaan met vaccinatietwijfel. Maar we voelen wel dat er nood aan is en dat het ook wel dat het een onderdeel is om daarmee om te gaan. Voilà. En dan nog mijn tweede voorbeeld, het foetusvaccin. Het is iets wat opgedoken is met de coronavaccins. Ik had er voordien nog nooit van gehoord, maar dat AstraZeneca-vaccin krijgt als scheldnaam foetusvaccin. Het is eigenlijk, men zegt, een vaccin dat ontwikkeld is op basis van geaborteerde foetussen. En heel vaak zitten achter die verhalen ook daar zit altijd wel een bron van waarheid in. En ooit is dat inderdaad gestart. Je mag de volgende geven, Valérie. Ooit is het gestart met een cel afkomstig van een geaborteerde foetus na een zwangerschapsafbreking, waarbij de ouders het geaborteerde weefsel hebben afgestaan voor de wetenschap. Anders belandt het in de verbrandingsoven. Dus in dit geval heeft men het afgestaan in de wetenschap. Dat is een abortus of een zwangerschapsafbreking uit de jaren 60, maar waarvan men de cellen nog altijd verder opkweekt. Onder andere, en ze worden gebruikt voor vaccinontwikkeling, ook voor rode hond, voor hepatitis A-vaccin, het rubella-vaccin. Dus er zijn nog vaccins die gebruik hebben gemaakt van die fetale cellijnen, waar virussen op gekweekt worden. Maar nu, met de COVID-crisis, worden al die details uitgespit, enorm. Dat worden allemaal verhalen op sociale media. Dus we gaan ook wel altijd kijken, we geven altijd de uitleg. Je kan ook zeggen van dat is niet waar, dat is onzin, maar dat is vaak niet voldoende. Mensen willen ook weten, waar komt dat nu vandaan? Hoe moet je dat interpreteren? Dus we hebben heel wat van die factchecks gedaan. We krijgen nu vragen ook van, zijn de COVID-vaccins, zijn ze kosher? Zijn ze halal? Zijn ze vegan? Hoe zit het met aluminium in vaccins? Die vraag krijgen we voor alle vaccins. Ondermijnen ze uw weerstand, uw immuniteit? Ik denk aan die dia die Olivier liet zien over de natuur. De mensen die zeggen, wij zijn tegen alles wat chemisch is en wij willen onze weerstand, onze immuniteit zelf versterken. Dat speelt ook heel vaak, dus moeten we vaak uitleggen. Niet alleen COVID-vaccins zouden onvruchtbaar maken, dat wordt ook gezegd door het HPV-vaccin, dat ook heel zware klappen krijgt. En dan natuurlijk heel veel vragen ook over de mRNA-technologie. En op die manier proberen we ons steentje bij te dragen aan het duiden van die mythes. En dan geef ik graag het woord terug aan Valérie. Ah ja, voilà. Ik heb nog de nieuwsbrief. Sorry. Je kan ook inschrijven op de nieuwsbrief. Elke vrijdag sturen we een nieuwsbrief uit en dan heb je een lijst met wat er is gefactcheckt. Dat is soms handig om te weten van, dat staat daar, dat is daar geanalyseerd. Dus dat kan je altijd doen. Oké. Voilà, autre genre de questions qui font partie de ce qu'on peut rencontrer en officine. C'est une patiente qui se présente en disant que son gynéco lui propose de faire le vaccin contre la coqueluche pendant sa grossesse et elle est inquiète parce que la gynéco lui demande aussi de faire le vaccin pour son mari, ses parents et toute la famille s'inquiète, ils ne voient pas pourquoi et ils ne comprennent pas la raison. Et donc elle demande de l'aide et des explications. Et donc là, par rapport à cette démarche qu'on vous proposait tout à l'heure, l'idée est de commencer par comprendre ce qui se passe. Ici, cette maman avait besoin de pouvoir discuter avec sa famille, de pouvoir expliquer les raisons.
Et donc, on pourrait commencer par lui montrer ici ce graphique qui vient du site de Cienzano et qui montre que malgré une vaccination répandue contre la coqueluche en Belgique, il y a quand même encore des cas de coqueluche. On voit ici les cas à Bruxelles avec un pic qui a eu lieu entre 2015 et 2017. On sait que la situation est pareille en Europe et dans certaines autres régions du monde. Deuxième argument, c'est que cette coqueluche circule et que chez les nourrissons, elle est grave et qu'elle peut être mortelle. Depuis 2010, on dénombre de 1 à 5 cas de coqueluche avec une issue fatale chaque année en Belgique. Alors, par ailleurs, on sait que pourquoi est-ce que ces cas de coqueluche réapparaissent? Parce que l'immunisation, quand on a fait la maladie, est plus importante que l'immunisation conférée par le vaccin. Cette immunisation par le vaccin, elle est limitée dans le temps, elle durerait 5 à 10 ans. Elle n'est donc pas à vie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On sait que la coqueluche peut être grave pour un nourrisson et par contre qu'elle est tout à fait non problématique chez un adulte. Alors ça va être embêtant parce que quand papy, mamie, le papa, les cousins vont venir voir le bébé tout content à la maternité, l'un d'entre eux aura peut-être juste une petite toux sèche et si on n'était pas en période Covid, on ne s'inquiéterait pas. Alors que c'est peut-être le seul symptôme d'une coqueluche d'avoir cette toux sèche qui traîne. Alors en plus, au niveau, ça c'est pour les avantages, au niveau des risques, on sait que le vaccin de la coqueluche est inoffensif pendant la grossesse et on sait que les immunoglobulines vont passer très facilement à travers le placenta et de manière importante pendant les 4 dernières semaines. Ces données-là, qui peuvent être plus détaillées via les fiches justement du Conseil supérieur de la santé ou de Cienzano, ont donné lieu à la vaccination Cocoon pour la coqueluche. Et c'est pour ça que le gynéco de madame lui a proposé de faire ce vaccin entre la 24e et la 32e semaine à chaque grossesse. Et si ça n'a pas pu être fait, on le fait le plus rapidement possible en postpartum. Et qu'on veille à ce que l'entourage, partenaires, adolescents, les adultes qui entreront en contact avec le nourrisson, soient en ordre de cette vaccination. Eux ne devront pas le faire à chaque grossesse, heureusement pour les grands-parents, sinon chaque petit enfant, il faut refaire un vaccin, mais ils doivent en tout cas avoir fait le vaccin depuis moins de 10 ans. Et si ce n'est pas le cas, faire alors un rappel quelques semaines avant l'accouchement. Les risques pour ces adultes, ces adolescents, eh bien, à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que, et ça fait plusieurs années que les infos sont rassemblées, chez un tiers des patients, il peut y avoir une réaction locale modérée, une limitation du mouvement du bras, que c'est passager et que c'est la seule chose que l'on risque pour venir accueillir le petit nourrisson au moment de la naissance sans lui faire courir aucun risque. En donnant ces informations, en les argumentant, on pourra alors proposer à la maman d'ouvrir ce débat dans sa famille et puis de revenir vers nous si elle a besoin d'autres types d'informations. Je voulais juste vous montrer quand même qu'on a encore du boulot aussi, hein, parce que si on regarde depuis, en 2019 par exemple, seulement 37% des femmes enceintes à Bruxelles et en Wallonie avaient été vaccinées contre la coqueluche. Donc, on a encore des choses à faire. Alors, un deuxième exemple, plus plongé dans notre réalité, notre quotidien depuis 1 an, c'est plus récemment au sujet des vaccins, c'est ce Covid. Et là, on a quand même régulièrement des patients qui sont en recherche d'informations. Et aujourd'hui, on l'a senti plus encore, puisque comme l'a dit le ministre Marron, les invitations commencent à arriver dans le public et donc on a des patients qui arrivent et qui disent oui, ça y est, je dois me décider, je dois prendre rendez-vous pour mon vaccin et qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est efficace ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, par rapport à ça, je voulais vous montrer, on a parlé de beaucoup de ressources, on a parlé de beaucoup de sites et de données, et je voulais vous montrer un exemple que je pense assez intéressant. Le professeur Klein nous avait partagé un autre exemple, mais qui était en allemand. J'en ai trouvé un en français.
C'est un outil qui est proposé par le Centre de recherche épidémiologie et statistique de l'Université de Paris et qui permet de discuter en langage compréhensible des avantages et des inconvénients des vaccins contre le Covid. Alors, si vous allez sur le lien que je vous ai proposé, vous verrez que le patient peut choisir ses caractéristiques ou les caractéristiques de sa maman, de son papa, si il veut en discuter avec eux. Et donc, on choisit un âge, on choisit le sexe et on choisit le vaccin pour lequel on veut avoir une information. Alors, le but de ce site n'est absolument pas de comparer les vaccins entre eux, parce qu'il est bien mis, et ça vaut la peine de le réexpliquer aux patients, les données des vaccins utilisés pour faire ces graphiques proviennent d'études distinctes avec des populations, des méthodes de collecte, d'analyse qui sont différentes. Donc, ce n'est pas une comparaison des vaccins entre eux, mais c'est pour présenter aux patients, lui donner une idée de l'effet qu'il peut attendre. Et donc, si on choisit des caractéristiques, on voit alors ces deux graphiques-ci, qui sont un petit peu petits, mais je vais vous les expliquer, vous allez vite comprendre. En fait, ce que vous voyez sur le graphique de gauche, c'est 10 000 personnes. On considère qu'on prend 10 000 personnes qui ont contracté le coronavirus et on les représente sur ce graphique avec un petit carré égale une personne. Alors, sur la première figure, on voit les 10 000 personnes qui ont attrapé le Covid et qui ne sont pas vaccinées. Et on voit en bleu un Covid non sévère, en orange des patients qui ont des symptômes persistants, au moins 56 jours. Les carrés rouges, ce sont les patients qui seront hospitalisés. Les carrés noirs, ce sont les patients qui vont décéder. Si on prend ces mêmes 10 000 personnes et qu'on les vaccine, on va alors se retrouver dans le graphique de droite. Et avec le graphique de droite, on voit les mêmes couleurs, mais on voit du grisé. Et le grisé, ce sont les patients qui n'auront pas le coronavirus. On voit en plus sur ce graphique-là, en haut à droite dans le tout petit coin, là il faut vraiment les chercher, c'est pour ça qu'on a mis une flèche, les effets secondaires graves qui sont connus actuellement. Et donc, je pense que par rapport à tout ce qu'on a abordé tout à l'heure, pouvoir peut-être montrer ce site ou imprimer ces deux graphiques et pouvoir dire aux patients, voilà, on a actuellement énormément d'inconnus, c'est vrai. On a plein d'inconnus sur cette maladie du coronavirus, on a plein d'inconnus encore sur les vaccins. Mais il y a des infos qui sont connues et voilà, je vous les montre. Je les explique et puis maintenant, à vous de voir, est-ce que vous voulez vous retrouver dans le graphique de gauche ou est-ce que vous préférez être un des carrés du graphique de droite? À vous de réfléchir. Si vous avez encore des questions, je vous y réponds. Voilà, je pense que ça peut être un outil. Alors, celui-là existe. Est-ce qu'il faut en développer d'autres? Est-ce qu'il faudrait avoir des solutions pour nous de manière plus locale? Ce sera la suite de notre débat. Et c'est le troisième point qui sera la suite de notre intervention à Marlène et moi. C'est dans ces choses que la première ligne peut faire, rester au courant, informer correctement les patients et certainement travailler ensemble avec le même objectif parce que chaque fois qu'on a le même objectif, le patient en sort grandi et encore plus rassuré. Mm-hmm. Ja, dat is een hele boterham geweest. En wij vragen ook graag aan jullie of jullie ideeën hebben voor een betere samenwerking. We zijn ons ook wel van bewust dat de samenwerking tussen de huisartsen en de apothekers niet altijd loopt zoals het zou moeten. Zeker niet op het vlak van informeren. Dus misschien zijn er wel dingen die we samen kunnen doen. Een dynamiek die we kunnen creëren naar gelang de actualiteit. Misschien zijn er communicatiemiddelen die we kunnen samen ontwikkelen. Er zijn er ook wel al enkele die bestaan, maar naar ons aanvoelen misschien nog te weinig om te helpen de vaccinatietwijfel te bestrijden. Dus als er ideeën zijn, er komt een kleine discussie. Dat was de laatste, denk ik, hè? De laatste slide. Of is er nog één? Ik zie het niet hier op mijn scherm. Ja, dat was de laatste. Oké. Dan gaan we nu... C'est parfait. Merci Marlène. Merci Valérie.
Merci beaucoup Marlène et Valérie pour vos interventions très intéressantes. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit fait en duo de cette manière. Je vais repartager mon écran. Donc effectivement, l'objectif maintenant est de passer en groupe, en petits groupes. Donc on a pris un peu de retard sur le timing. On va vous proposer maintenant de se répartir en petits groupes pendant 10 minutes et ensuite d'avoir 10 minutes de questions-réponses. Les questions, d'abord une question, enfin une remarque importante. Donc on a fait une demande auprès d'INAMI et auprès de l'APB, enfin en tout cas pour une accréditation pour ce séminaire. Si vous voulez obtenir l'accréditation, on va vous demander de nous envoyer un email avec votre nom, prénom, parce que c'est un peu difficile pour nous de s'y retrouver avec les noms qui sont repris dans le Zoom. Donc, nous envoyer un email avec vos coordonnées, votre numéro INAMI en tant que médecin généraliste ou votre numéro APB en tant que pharmacien. Et de cette manière, ça nous permettra de faire ce qui est nécessaire pour les accréditations. Première information pratique. Alors, spécifiquement par rapport au groupe, maintenant, vous allez être répartis. Vous allez avoir un message d'information sur votre écran vous demandant de participer à un groupe. Et l'idée ici, il y a différents modérateurs qui vont prendre en charge ces différents groupes. Et l'objectif ici, c'est de discuter entre vous, entre pairs, je dirais, ou entre médecins généralistes et entre pharmaciens, avec un focus spécifique sur la vaccination en général. Et vraiment, c'est la réflexion sur est-ce qu'il y a actuellement une collaboration existante entre médecins et pharmaciens et comment améliorer, donc peut-être réagir aux propositions qu'ont fait Marlène et Valérie, comment améliorer votre collaboration au sujet de la sensibilisation de la vaccination. C'est vraiment l'objectif de la discussion. Et au final, l'idée, c'est de pouvoir ressortir avec l'une ou l'autre question qu'on pourra après évoquer dans une séance de questions-réponses pendant les 10 dernières minutes de cette séance. Donc voilà, je propose, Liv, si tu sais envoyer la division en petits groupes, donc ça devrait se faire normalement maintenant dans les secondes, je pense. Nous voici tous à nouveau dans la séance plénière. J'espère que l'arrêt des petites salles de réunion n'a pas été trop brusque. Et j'espère que la discussion peut bien se dérouler, en tout cas dans les petits groupes. Ici, maintenant, c'est une séance de questions-réponses. Donc, je dirais, je passerai peut-être la question, la main à l'un de l'autre modérateur, de pouvoir éventuellement retourner si l'autre question est ressortie de la discussion avec les différents intervenants. Je commence, je me lance. Bien sûr. Ici, ce qui a été pointé, c'était vraiment l'importance de la cohérence entre les messages entre pharmaciens et médecins, donc parfois aussi même entre pharmaciens d'une même officine. Et donc l'intérêt de pouvoir déjà se contacter s'il y a des messages qui sont différents, parce que du coup, ça peut mettre en péril la crédibilité de l'un ou de l'autre professionnel, mais donc surtout diminuer la confiance du patient dans ce qui est prescrit. Du coup, je me suis fait aussi le relais du fait qu'il existait déjà des kits sur la vaccination qui ont été créés par d'autres groupes, et donc l'importance de peut-être pouvoir organiser des CMP à un niveau très local sur la vaccination pour pouvoir travailler sur cette cohérence de message. Donc voilà, c'est plutôt ça. La question, c'est comment rendre les messages entre médecins et pharmaciens plus cohérents. Je ne sais pas s'il y a un orateur un participant qui veut déjà répondre, donner des pistes de solutions. Je ne sais pas si Valérie ou Marlène, vous vous sentez inspirée ou... Ben oui, inspiré complètement, parce que c'est la clé. Ja, voilà, ik wou net zeggen. Dat is de hamvraag natuurlijk. Hè. Ja. Et voilà, maintenant, on est convaincu, on le sait, et on l'entend, et on est mal dans la pratique quand on a un patient qui arrive avec une information qui a été donnée par le médecin et on ne sait pas dans quel sens on va le prendre. Je pense qu'il faut quand même aussi toujours se méfier du fait que du téléphone sans fil, hein, le patient nous dit que le médecin lui a dit que, ou à l'inverse pour vous, le patient vous dit le pharmacien m'a dit que, ça n'est que ce que le patient a compris qu'on lui avait dit
et puis ce qu'il vient vous dire. Donc, il faut quand même toujours faire attention aussi à faire un tri là-dedans. Mais donc, oui, pour quel que soit le sujet et quel que soit le message, plus chaque fois qu'on est cohérent et que nos messages sont argumentés et vont dans la même direction, le patient en est gagnant et le rôle de chacun en est consolidé. Et certainement sur des thématiques comme celle de la vaccination ou face à quelqu'un qui est hésitant. S'il est hésitant et qu'il a 2 sons de cloche, de 2 professionnels en qui il a confiance, ben, on ne va certainement pas l'accompagner et pas l'aider. Et du coup, je pense que la clé, c'est la concertation locale, très locale. Et qu'il faut absolument qu'on fasse des efforts chacun dans notre pratique. Ce n'est pas facile. Je suis la première convaincue, mais la première à ne pas l'avoir encore lancé dans le quartier de ma pharmacie. Parce que ce n'est pas facile, parce qu'on a plein de choses à faire, qu'on a des horaires de dingue et que ça c'est chronophage et que c'est pas facile de trouver des moments qui vont pour tout le monde. Donc, c'est difficile, mais je pense que c'est la clé. Il faut qu'on le fasse chacun. On doit, comme disait Monsieur Klein, il faut se bouger les fesses. Hein. Voilà. Merci beaucoup. D'autres réactions, questions de la part des modérateurs? Je me lance? Ouais. Donc, dans le groupe que j'ai modéré, on a commencé sur le même constat qu'effectivement, il y a eu plusieurs témoignages qui disaient que c'était la proximité qui faisait la différence pour pouvoir communiquer entre médecins généralistes et pharmaciens. Et souvent, c'est vraiment super local, juste autour de ce qui est autour de les médecins qui sont autour de la pharmacie. Et on a terminé la discussion sur 2 questions en particulier. La première concernait une incompréhension, enfin une question par rapport à la manière dont la vaccination Covid se déroule, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas utiliser les circuits classiques, donc la médecine générale, la médecine scolaire par exemple, qui sont en général capables d'assurer la couverture vaccinale pour la grippe par exemple chaque année. Donc les avis étaient partagés, certains pensent qu'il était pertinent de diversifier les accès et d'autres pensent que les circuits existants étaient tout à fait appropriés pour cette situation. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'on a mis des centres et pas utiliser les circuits classiques. Et la deuxième question est relative à la vulgarisation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vulgarisé correctement plus tôt, toujours par rapport au Covid, et correctement, c'est-à-dire avec éventuellement peut-être des scripts dans les manières de parler et des infographies comme ça a été montré dans la présentation de Marlène Finouls et Valérie Lacour, avec des manières très simples et compréhensibles par tous de s'exprimer. Voilà les 2 questions. Donc sur la vulgarisation et sur les circuits utilisés dans la vaccination COVID. Ja. Ik zal beginnen misschien met antwoorden. Tout à fait. Waarom die vaccinatiecentra? Omdat het natuurlijk de bedoeling was om duizenden mensen per dag te vaccineren in de verschillende centra. Het feit dat de leveringen haperen, dat is dan heel jammer. Maar de bedoeling is om dat zeer snel en zeer veel volk te vaccineren. Dat is de hoofdbekommernis. En verder, dat is gewoon de belangrijkste reden. Waarom? Ja, zijn er andere redenen? Ik ben aan het denken, dus registratie, het wordt allemaal ook zeer nauwgezet bijgehouden. Dat is waarschijnlijk ook wel, zou wellicht ook wel gebeuren bij de meeste artsen en apothekers, maar het is gewoon het is een massavaccinatie. En ook, wat ook wel zeker een rol speelt, is de temperatuur, aan de lage temperatuur waarop die
mRNA-vaccins moeten bewaard worden. Dat kan je niet zomaar. Moderne vaccins bijvoorbeeld, als die onttooid worden, moeten die ter plekke worden toegediend. Men mag die niet meer vervoeren na onttooien bijvoorbeeld. Dat is min 20 graden dat die bewaard worden. Dus men gaat die ontdooien ter plekke en dan zoveel mogelijk mensen daar vaccineren. Het Pfizer-vaccin kan men nog een korte afstand kan men nog wel vervoeren, maar toch logistiek, omwille van die lage temperaturen en omwille van de grote massa, heeft men gekozen voor vaccinatiecentra. De grote vaccinatiecentra. Dat is eigenlijk logistieke redenen. Dat heeft absoluut niks te maken natuurlijk met competentie, integendeel. Men heeft heel veel vrijwilligers opgeleid om vaccins en vaccins te geven. De tweede, het vulgariseren. Ja, alle ideeën zijn welkom. Filmpjes maken kost natuurlijk geld. Ik weet dat AVIC in de Waalse website er wel mee gaat starten met filmpjes, duidelijke filmpjes maken die dat uitleggen. Dat is dus, we proberen zo vulgariseerd mogelijk te werken. Maar er zijn zeker wel initiatieven die dat op een heel laagdrempelige manier of nog laagdrempeliger doen. Ik ben aan het denken, de affiches natuurlijk, er zijn verschillende affiches gemaakt, maar we moeten er regelmatig terugroepen die gewoon niet meer correct zijn, want de informatie gaat zo snel. We hebben voorbije week in West-Vlaanderen affiches uit de apotheek teruggehaald, omdat daar nog op stond, niet gebruiken of niet vaccineren in de zwangerschap. En plots wordt het advies veranderd door de Hoge Gezondheidsraad van de vaccins kunnen wel in de zwangerschap voor vrouwen met een verhoogd risico op COVID. Dus vrouwen die in de zorg werken, huisartsen, apothekers, verpleegkundigen. Dus die gaan we nu wel vaccineren. Dat was eerst niet. Die affiches liggen daar. Die zijn allemaal terug moeten... Die hebben deze week verwijderd uit de apotheken in Vlaanderen. Dus ja, het is ook niet gemakkelijk natuurlijk. Het verandert zeer snel. Als we een filmpje gemaakt hebben, dan moeten we opletten welke boodschappen we verspreiden, want het kan al volgende week al achterhaald zijn. Dat is een moeilijk probleem. Maar alle hulp of suggesties daarvoor zijn natuurlijk welkom. We bekijken nu met studenten journalistiek, met scholen, om zoveel mogelijk uit te besteden. Want we weten als we veel geld spenderen aan bepaalde materialen, dat heel snel terug verouderd is. Merci beaucoup Marlène. Je vois le temps avancer, donc en fait je vais vous proposer encore de répondre à une question à un groupe. C'est difficile, hein, donc j'aimerais bien respecter quand même les délais qu'on s'était donnés. Avant de poser cette dernière question, je veux juste attirer l'attention. On a mis dans le chat des liens pour des formulaires d'évaluation de votre satisfaction par rapport au séminaire qu'on a fait ce soir. Donc si vous avez la possibilité de le remplir, ça on l'apprécierait beaucoup. Et je veux aussi, bien sûr, remercier, je dirais, les orateurs qui sont ici présents, les différents modérateurs qui ont pris du temps pour la soirée de ce soir. Merci vraiment beaucoup, ça permet quand même un peu d'interaction dans un contexte distanciel, pas toujours évident avec des applications online. Voilà, donc maintenant, je voudrais encore peut-être passer la parole à un modérateur pour encore évoquer une question. Voilà, on restera un peu sur notre fin, tant pis, mais j'aimerais bien respecter quand même encore le délai. Stéphane. Je n'ai pas une question, mais une réponse. Donc, en Flandre, un kit de concertation médico-pharmaceutique a été développé axé sur la vaccination Covid. Donc, on est en train de traduire ces kits en français pour pouvoir le mettre à la disposition des personnes ici. Le kit n'est pas officiellement reconnu par l'INAMI, mais l'INAMI va quand même donner 500 € pour les gens qui organisent une CMP avec ces kits. Donc, vous ne devez pas vous réunir en présentiel. Donc, une CMP en webinaire, comme on le fait maintenant, aller en vidéoconférence, est acceptée aussi. Et si vous avez des questions, comment organiser une CMP, c'est vraiment très facile. Donc, contactez-nous sur l'adresse mail qui était dans le chat et on vous aidera à trouver des médecins ou des pharmaciens dans votre quartier pour organiser une CMP. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'est une bonne manière de clôturer le séminaire.
Voilà, j'espère qu'on a en tout cas répondu à vos différentes questions par rapport à cette thématique, je dirais, très d'actualité, très complexe aussi et très vaste. Et merci encore à tous les intervenants. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation. On vous envoie les différentes présentations par email encore. Donc, on a vos contacts lors de l'inscription. Et on vous remercie encore, en tout cas, d'avoir pris du temps de nous suivre cette soirée. Merci à vous pour l'organisation. Hein. Oui, c'était très bien fait. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Dag. Dag Marleen, dag allemaal. Dag Valérie. Dag. Au revoir. Voilà, je me suis permis de mettre les personnes qui restaient en salle d'attente. Je vais Tu as fait comment, Nicolas? C'est possible, tu cliques sur les personnes, sur les 3 petits points, et puis il est marqué « Mettre en salle d'attente ». Donc, il est possible de faire ça. Ah, ja. Ok. Je vais Ils sont bien là. Oui, c'est ça, ils sont toujours en salle d'attente. Donc, je vais terminer l'enregistrement.